besoin d'un secrétaire de séance. Je propose de l'être. Je te passe la main pour faire l'appel. Madame Benoît Jacqueline. Présent. Madame Cardon donne pouvoir à Monsieur Collard. Madame Danielle Annabella. Présent. Madame Diane Ramatoulaye donne pouvoir à Madame Benoît. Madame El Kouni Samira. Absente. Madame Ersan. Là. Madame Isartel Emmanuel. Présente. Madame Joran Émilie. Présente. Madame Lequette Jennifer. Présente. Madame Mono Anne-Marie. Absent. Madame Pain Sylvie. Présent. Madame Papi Fanny. Présente. Madame Perreto Catherine. Présent. Madame Pinson Nadine. Présent. Madame Plantin Perrine. Présente. Madame Roussel Paulette. Présente. Monsieur Adeline donne pouvoir à Monsieur Amoulin. Monsieur Bidjoka Vincent. Monsieur Blanquet Alonso. Absent. Monsieur Blondel Gilles. Présent. Monsieur Collat Philippe. Présent. Monsieur Darfoy Marcel. Présent. Monsieur Dodger David. Présent. Monsieur Carmeny Franck. Présent. Monsieur Gria Michel. Présent. Monsieur Hiblo Emmanuel. Présent. Monsieur Jarry Thierry. Présent. Monsieur Le Bougou Alexandre. Présent. Monsieur Lejean Jean-Claude. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur donne pouvoir à Madame Plantin. Monsieur Saintier Patrice. Présent. Monsieur Torel Claude. Présent. Madame Mono donne pouvoir à Madame Lequet. Alors, Madame Mono, elle est au début, Madame Mono, elle est... Donc, c'est Pouvoir à Madame Lequet. pouvoir à Madame Lequette, c'est noté. Donc, en préambule du conseil municipal, nous avons le tirage au sort des jurés d'assises. Donc, nous allons, par courrier adressé par Monsieur le préfet de l'Eure en date du 16 avril 2026, la commune du Val d'Azé doit procéder à la désignation de 12 personnes. Donc, nous allons procéder au tirage au sort de la page et ensuite au tirage au sort de la ligne. Donc, je procéderai au tirage au sort de la page et Jean-Marie procédera au tirage au sort de la ligne. Et sont exclus, il faut écarter tous ceux qui sont nés après le 1er janvier 2004. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait au minimum 22 ans pour être joueur d'assises. Voilà. 20 ans. Donc la liste a été sortie, c'est la liste d'une exportation de cet après-midi. La page 418. La ligne 1. Oui, mais il n'y a pas de souci, on va marquer. 418. Une. Ah ouais, oui. C'est pas bon. C'est bon le nom? Je colle. C'est fait. Ça va être le nom? Il faut les annoncer. Oui, oui, on va les annoncer, attendez. Serge Titier. Je vais lire sur ton ordinateur. Serge comment? Titier. T-I-T-I-E-R. T-I-E-R. La page 178. La ligne 6. 178. 178. La ligne 6.
Gémon Ludovic. G-E-M-O. O-N. La page 186. 5. Ligne 5. 186, pas 187. Non, non, 186. Ah, j'ai eu 7, 5, 5, 5. Ligne 5. Ah oui, c'est bon. Avec le bleu, on voit rien. On voit rien, on va dire. Gomez da Silva Alexis. G-O-M-E-S. La page 354. La ligne 8. Bah oui, non, mais comme ça. Piscopéo Valentin. P-I-S-C-O-P-E-2-L-O. La page 200. 6. Gurdziel Jean-Paul. G-U-R-D-Z-I-E-L. La page 239. Ligne 1. 239. Oui. Et la ligne 1. J'ai 2000. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je croyais que c'était carré. La Mouchi. La Mouchi Sami. L-A-M-O-U-C-H-I. La page 421. Ligne 2. Donc c'est mort. Une autre ligne. Ligne 5. Ah bah on retire une page. 85. 85. Ligne 4. Chéneau Alexis. E-A-U. C-H-E-S-N-E-A-U. La page 257. Ligne 5. Lefebvre Ginette. L-E-F-E-B-V-R-E. La page 212. Ligne 4. Ah oui. Orchol Chantal. S-O-H-O-R-C-H-O-2-L-E. La page 353. Ligne 3. Pilôme Marielle. P-I-2-L-O-M-E. Encore deux. La page 25. Ligne 7.
Beuclé Claudine, B-E-A-U-C-L-E. Et la page 409. Ligne 5. Tahraoui Sami, T-A-H-R-A-O-U-I. T-A-H-R-O-U-I. A-O-U-I. Ah, T-A-H-R-A-O-U-I. c'est bon. J'avais dû oublier un H. Et puis, Samy. Et c'est le 12e. Donc en affaires générales, première délibération, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 31 mars. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Oui. Alors, avant même de voter, moi je veux juste faire une observation. C'est que quand même sur ce PV-là, enfin, pardon, sur ce procès-verbal, on a évoqué, et ma partie à moi n'a pas été retranscrite correctement. Donc c'est-à-dire que quand nous avons évoqué l'indice sur lequel les indemnités avaient été calculées et la valeur, sauf erreur de ma part, ce n'est pas vous qui avez répondu à la question, vous avez avoué ne pas connaître l'information. C'est fort possible, j'ai pas souvenir Voilà, de ça. c'est M. Verlinski qui avait répondu, après quelques instants de recherche. Oui, il me dit que je lui ai posé la question et en effet, j'avais pas cette information-là. Et ce n'est pas relaté ainsi dans le procès verbal. Pareil, le procès verbal, en fin de séance, il y a une partie qui a été écourtée, surtout quand Madame Monod a parlé. Et pareil pour la vidéo YouTube en rapport avec le 31 mars. Voilà. Merci. On prend note. Pas d'autres questions ou observations? Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 2 et 2. Par contre, Moi, je Deux. ne prends pas part au vote parce que je n'étais pas là. Et votre pouvoir? contre, c'était Non, Contre moi-même. avec un pouvoir. Non, Monsieur Le Vénir, ça sera ne prend pas part puisque. Et Madame Monod contre. Alors attendez, contre c'est 1, Et Mme Monod vote comment? Contre. Donc ça fait 2. ça fait 2. Ouais. Ah bon? Et... Pas les deux auxquels vous. Non, mais c'est pas grave. Après, on ne met pas les noms. Donc, enfin, oui, en effet, il faudra qu'on mette les noms. Donc, contre, c'est Mme Monod et Mme Plantin. Et en abstention, c'est M. Daudelaire et M. Le Bourreau. Mme Lequette et M. Le Vénir ne prennent pas parole. Donc, la délibération numéro 2, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 avril. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 6. Alors, moi, 4. 4. Parce que Monsieur Le Vénir et Madame Monod ne prennent pas part. Alors attendez. 4 abstentions et 2 qui prennent pas part. Monsieur Le Vénir et Madame Monod ne prennent pas part et les 4 autres sont en abstention. C'est bon? Oui. Donc la délibération numéro 3, c'est la composition du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, qu'on va abréger par la F3SCT. Maintien au nom du paritarisme, le recueil du vote des représentants de l'employeur pour les élections professionnelles du 10 décembre prochain. Donc les prochaines élections professionnelles ont été fixées le 10 décembre 2026. Aussi, je vous dois de préciser aux membres du conseil municipal les dispositions légales prévoient. Le comité social territorial est chargé de l'examen des questions collectives du travail et la F3SCT est chargée de l'examen des questions relatives aux conditions de travail.
Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 personnes. 50 agents, pardon. Une formation à une F3 SCT est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant 200 agents ou moins. Au moins. En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Ici, on a toujours, depuis un certain temps, il y a un CST et une F3 SCT. Et donc, on a prévu de continuer dans la même démarche. Et il appartient à l'organe délibérant, au moins 6 mois avant la date du scrutin, de déterminer, après consultation des organisations syndicales, le nombre de représentants du personnel, le nombre de représentants de l'employeur et le recueil de leur avis. Donc, comme cela a été prévu par la réglementation, la consultation des organisations syndicales est intervenue en mairie le 21 avril 2026. À cette occasion, les 3 organisations syndicales présentes ont souhaité revoir à la baisse le nombre de représentants et ont proposé 3 titulaires et 3 suppléants par collège. Cette demande a été faite compte tenu des difficultés de mobilisation des agents constatées ces dernières années, ainsi que la volonté de garantir l'application des représentants et d'éviter le recours au tirage au sort. Pour rappel, le CST est commun pour la ville du Val d'Azé et pour le CCAS, suite aux délibérations concordantes prises en avril 2026 par le conseil municipal et le conseil d'administration du CCAS. Donc pour votre information, nous avions avant 5 représentants des agents, 5 titulaires, 5 suppléants, et 5 représentants des élus et 5 suppléants. Sauf que le contexte fait que les organisations syndicales que l'on a rencontrées en avril nous ont fait comprendre que de toute façon, on aurait même du mal à avoir le nombre de représentants qu'ils nous proposent, c'est-à-dire 3, puisqu'en fait, ce qui se passe malheureusement aujourd'hui dans la majeure partie des collectivités, c'est qu'il y a très peu d'agents qui souhaitent prendre en charge ça. Et malheureusement, dans un certain nombre de collectivités, on finit par aller au tirage au sort. C'est-à-dire que si les agents ne déposent pas de liste, le jour de l'élection, on procédera au tirage au sort dans la liste des agents pour avoir 3 titulaires et 3 suppléants. Sachant que, lors de ce tirage au sort, les agents peuvent refuser. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, sur les représentants des personnels qu'on a qui sont encore élus, puisqu'on va encore avoir des CST avant le mois de décembre, le bruit qui semble courir, c'est qu'il n'y a personne qui souhaite reprendre le flambeau, puisque celui qui portait les élus du personnel, c'était M. Louis, qui est parti à la retraite, et suite à ça, il n'y a personne qui souhaite porter le sujet. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer, on a encore un peu de temps devant nous, mais si on a une liste de 3 et 3, bah, tant mieux. Du côté des élus, il n'y a pas de question, puisque on nomme les gens qui sont volontaires, et là-dessus, il n'y a pas de problème, ça se fera sans problème. Mais sur la partie des agents, on risque d'avoir une question. Voilà l'info que je souhaitais vous donner. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations, donc je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Et la délibération numéro 4 a un lien avec la délibération numéro 3, c'est pour m'autoriser à ester en justice dans le cadre des élections professionnelles, si jamais il y a un litige, de façon à ce que je puisse représenter la commune. Donc je ne vais pas vous lire la délibération, parce que en fait, c'est tout simplement ça. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? S'il y a des volontaires, pas de souci, hein, je souhaite donner ma place. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'était une proposition en l'air. Et on me dit que c'est pas possible. Merci de votre vote à l'unanimité. Non, on ne sait jamais. La délibération numéro 5. Résiliation de la convention avec l'ASP pour les repas scolaires à 1 €. Donc l'État a lancé en septembre 2018 la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires pour permettre aux enfants des familles les plus modestes de déjeuner à la cantine pour 1 € maximum.
La commune du Val d'Azé avait signé cette convention avec l'Agence des services de paiement en date du 7 juillet 2021 pour la rentrée scolaire 2021. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, cette convention de 3 ans a pris fin le 8 juillet 2024 et la commune a décidé de poursuivre ce dispositif pour 3 ans jusqu'en juillet 2027. Pour rappel, l'État, via l'ASP, verse à la commune une aide financière de 3 € par repas servi, majorée d'1 € à compter du 1er septembre 2025, puisqu'on s'est mis à respecter la loi Egalim, au tarif maximum de 1 € facturé aux familles dans le cadre d'une grille tarifaire progressive calculée selon les revenus et le nombre d'enfants du foyer. Cette grille doit comporter au moins 3 tranches, dont au moins une tranche est inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 1 €. Le tarif inférieur ou égal à 1 € est attribué aux familles dont le quotient familial, CAF, est inférieur ou égal à 1 000 €. La mise en œuvre de ce dispositif a eu un impact important à la hausse concernant le nombre d'enfants restant déjeuner à la cantine le midi. Le tableau ci-dessus montre le nombre de repas total par année scolaire ainsi que le nombre de repas bénéficiant du dispositif à 1 €. Vous avez tous regardé le tableau. Donc pour rappel, voici l'évolution de l'enveloppe annuelle prévue pour chaque année pour le marché de fourniture de repas par la société du Reste. Donc on passe de 2021 à 114 000 € à 160 000 € en 2025, enfin 158 947 exactement. Et on a une prévision à 190 000 € pour 2026. Pour rappel également, le prix d'un repas fixé dans ce marché de fourniture de repas est le suivant. Et dans le prix qu'on vous propose dans le tableau qui suit, on ne parle exclusivement des denrées. Donc le prix par repas hors taxe pour les maternelles, c'est 2,83, 2,93 pour les primaires, 3,70 pour les adultes et 3,30 pour les pique-niques. Ce qui fait un prix TTC de 2,99, 3,09, 3,90 et 3,48. L'estimation des économies sur les coûts de fonctionnement est difficile à apprécier, mais si l'on fait une hypothèse que 50% des bénéficiaires des repas à 1 € ne viennent plus déjeuner à la cantine le midi, on peut estimer une diminution de 8 500 repas, ce qui fait 16 950 divisé par 2, hein, c'est le nombre de fréquentations. Si on en enlève la moitié, ça fait 8 500 sur une année scolaire. Sachant qu'un repas en moyenne, toute charge et coûts compris, repas, personnel, fluide, etc., revient à 9 € à la commune par repas. Si l'on déduit la recette d'1 € des parents qui payent le repas et la subvention de 4 € par repas de la part de l'ASP, on arrive à une réduction de dépenses de 9, moins 1, moins 4, égale 4 € par repas, soit 8 500 par 4, ce qui fait 34 000 € d'économie sur l'année scolaire. Pourquoi nous en sommes arrivés au choix de proposer cette décision de sortir du repas à 1 €? Parce que sur les dernières années, les dépenses réelles de fonctionnement prévues au budget primitif 2026 enregistrent une hausse prévisionnelle de 5,95% par rapport aux dépenses de 2025, comme évoqué dans le rapport d'orientation de 2026, hausse de 3 points de la cotisation de CNRACL, plus 58 000 €, mise en œuvre d'une indemnité différentielle suite à l'augmentation du SMIC par les bas salaires, impact de plus 18 000 € pour 2026. Impact sur la loi Egalim sur le marché de fourniture des repas dans les écoles pour la commune, notifié au 1er septembre avec un repas de plus 30 000 € sur l'année. Estimation de l'impact de l'inflation 2026 au chapitre 011, plus 24 000 €. Et suite à la promulgation de la loi de finances 2026, le DILICO pour les communes a finalement été supprimé et il était estimé à 30 000 € dans l'Europe 2026 et a donc été supprimé pour le BP 2026. Ces dépenses supplémentaires incompressibles imposées à la commune s'élèvent à 130 000 €. Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif 2026 affichent une diminution de 2,51% par rapport aux recettes 2025, soit une baisse de 180 000 € environ de recettes réelles de fonctionnement. Cette évolution s'explique par un tassement des recettes issues des droits de mutation, avec une prévision en baisse de 50 000 € pour 2026. On partait de 155 000 € en 2024 et on est arrivé à 105 000 € en 2024 et 2025, au BP, pardon, et on arrive à un résultat final de 105 000 € pour 2024 et 2025.
Une diminution de la dotation globale de fonctionnement appelée DGF à hauteur de 4 000 €. La suppression pour la commune de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle représentant une perte de 15 492 €. L'état 1259 reçu par la commune le 24 mars 2026 indique une forte baisse des allocations compensatrices liées au foncier bâti des locaux industriels, soit moins 300 821 € par rapport à 2025. En effet, le montant de cette allocation compensatrice passe de 1 547 309 en 2025 à 1 246 488 en 2026. Le total des baisses des recettes imposées à la commune s'élève donc à 370 000 € et des poussières. Ce qui fait une variation budgétaire entre la hausse des dépenses et la baisse des recettes de pratiquement 501 000 € pour 2026. Il y a donc au regard de ces chiffres une nécessité urgente de réduire les dépenses de fonctionnement de la commune. La suppression du repas facturé à 1 € est une des pistes à poursuivre, et je pense qu'elle fait partie d'une des premières décisions qu'on aura à prendre au cours de l'année pour trouver une solution pour équilibrer notre budget pour l'année qui vient. C'est la raison pour laquelle la présente délibération propose de procéder à la résiliation de la convention triennale, tarification sociale des cantines scolaires, puisque pour pouvoir sortir de ce dispositif au 1er septembre 2026, il faut qu'on prenne la délibération avant la fin de ce mois. Voilà les explications que je vous donne. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Oui. Du coup, j'allais vous demander pourquoi, vous avez très bien expliqué. La date, du coup, l'engagement était jusqu'en 2027. Maintenant, on parle de résilier pour... Alors, on a repris l'année dernière un engagement pour 3 ans, sauf que dans la convention qu'on a signée, on peut sortir tous les ans. Très bien. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, avant le début de l'année suivante, où on peut prendre la décision de sortir du dispositif. C'est pour ça que je vous dis, on a l'obligation de le faire 3 mois avant la date du début de l'année scolaire, et c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. D'accord. Après, moi, il y a quand même quelque chose, nous, qui nous perturbe, c'est que le mois dernier, enfin, 21 avril exactement, on nous a présenté un beau budget, tout beau, tout rose presque, avec de l'autofinancement, des engagements, des travaux, pas mal de projets. Et puis là, ça rentre plus dans les clous, d'accord. Il y a eu quelques nouvelles entre-temps, mais il y a des choses que vous saviez déjà. Et puis sur qui on va se reporter, c'est les familles qui certes sont plus nombreuses, mais si elles sont plus nombreuses, elles sont dans leurs droits aussi. Et il y a des familles pour qui ce repas à 1 € est vraiment une nécessité, on va dire. Et on parle de 187 bénéficiaires, donc ça c'est Oui. à 1 € pour l'année 2024-2025. Donc on était quand même en baisse depuis par rapport aux années précédentes. On parle de 187 bénéficiaires. Combien ça représente de familles? Parce que 187 bénéficiaires, c'est les enfants ou c'est les familles exactement? Les enfants. Parce qu'il y a des C'est fratries les enfants. aussi. Non, c'est les enfants. D'accord. On parle des enfants. Et ce qu'il faut savoir, voilà, Mais- c'est qu'il y a des fratries entières, des familles pour qui ça va être 2, 3, 4 repas, pour qui le montant va Mais- être quand même dur à supporter. J'entends complètement ce que vous dites, madame. Maintenant, pour revenir sur la première observation que vous nous avez faite, dans la présentation qu'on vous fait, qu'on vous a fait au BP, en effet, on a des investissements, mais c'est pas, là on parle du budget de fonctionnement. Je suis d'accord. Et on vous a bien expliqué que pour pouvoir continuer à ce que la commune investisse, il faut qu'on fasse des économies sur le budget de fonctionnement. Et là, on est dans le budget de fonctionnement. Et en effet, hein, on a eu cette discussion parce que la décision n'est pas forcément facile à prendre, mais la problématique, c'est que si on veut pouvoir prévoir l'équilibre du budget qui va nous arriver l'année prochaine, il va falloir qu'on prenne des dispositions avant. Et en l'occurrence, l'économie qu'on fait là, elle aura un impact sur le budget 2027. Clairement. Parce que, en effet, il reste du mois de septembre au mois de décembre, c'est clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la décision, on est obligé de l'anticiper pour pouvoir la valider auprès de l'État. Et en complément de ça, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous le répète, ce n'est qu'une des premières décisions qu'on va avoir à prendre. On a bien compris. Parce que malheureusement, au vu de ce qui se trame et de ce qui redescend sur les collectivités, on voit ce qui nous arrive là cette année.
je peux vous assurer que si on a exactement ou à peu près la même chose sur le budget de l'année prochaine, on n'est pas capable de boucler le budget. Alors après, il y a un autre levier qui s'appelle l'augmentation des impôts fonciers. Sauf que je me permets quand même, les impôts fonciers ne sont pas payés par toute la population. Hein, ils sont payés que par une partie, puisque on a exactement 29% de logements sociaux sur notre commune. Et les personnes qui habitent dans ces logements, c'est pas une critique, mais ces gens-là ne payent pas d'impôts fonciers. Donc il y a un moment, en tant qu'élu, en tant que gérant de cette commune, on estime qu'il est normal qu'on anticipe toutes ces décisions et qu'on prévoit ce qui va nous arriver sur la tête l'année prochaine. Parce que, je répète, on est à peu près persuadé que l'année prochaine, la ponction que l'État va faire sur le budget des collectivités sera de la même acabit de celle qu'on a fait cette année. Donc si l'année prochaine, il faut qu'on aille rechercher 300 000 à 400 000 euros, je ne sais pas si vous vous souvenez du résultat qu'on a sur le budget 2026, mais on n'est même pas à hauteur de ça. Donc ça veut dire que l'année prochaine, si on veut boucler le budget, et c'est une obligation que les collectivités ont, hein, j'insiste là-dessus, nous on n'est pas comme l'État, on ne peut pas déraper quand on a envie et comme on a envie. Et donc, en bon gestionnaire que j'espère nous sommes, on a l'obligation d'anticiper ça et de prendre des décisions. Alors, aujourd'hui c'est celle-là, mais je peux vous assurer que demain il y en aura d'autres. On en est persuadé parce qu'il va falloir qu'on aille chercher de quoi prévoir le budget de l'année prochaine. Et du coup, dans les raisons et les explications, j'entends merci pour vos explications, il y a des choses sur lesquelles c'est irrémédiable, on ne peut rien faire, on comprend bien. Et par contre, il faudrait peut-être s'intéresser aussi à l'attractivité de la commune par rapport au foncier bâti des locaux industriels, parce que du coup, la baisse, elle vient... Mais c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est l'État. Ah oui. L'État a dit, voilà, pour la commune du Val d'Azé, quand on a reçu le 1259, elle nous a dit, vous aviez tant, on vous donne tant. Et alors, derrière ça, il y a un certain nombre d'explications qu'on n'a pas forcément. La règle de calcul, je ne pourrais même pas vous la dire tellement elle est compliquée. Mais l'impact pour la commune, du Val d'Azé est important parce qu'on a une base de foncier industriel important. Qu'on avait avant. Avant la création des agglos. En fait. Voilà. Donc nous, on avait une base de foncier industriel importante. Donc la conséquence pour nous est importante. On est considéré comme riche. Voilà. Il y a d'autres communes où l'impact sur cette partie-là, elle est beaucoup plus faible parce qu'ils n'avaient pas une richesse industrielle comme nous, on pouvait avoir. Voilà. Il y a des communes de notre strate, 5000 habitants, qui n'ont pas la même impact que nous. En l'occurrence, il n'y a pas de règle. Ce n'est pas une règle qui s'applique à toutes les communes. Chaque commune... Oui, mais chaque commune, le résultat est différent en fonction de la richesse, du passé, de l'histoire de la commune, de sa richesse industrielle, etc. etc. Et nous, l'impact, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Oui, oui, vas-y. D'accord, vous parlez fort. En fait, nous avons... pourquoi est-ce qu'on a eu cette pénalisation? En fait, c'est une compensation qu'on touche depuis la création. D'accord. Merci de m'avoir ouvert le son, monsieur le maire. Donc je disais, en fait, nous, l'impact sur notre commune est très important si on compare par exemple avec la commune de Saint-Aubin. Saint-Aubin, ils n'ont pratiquement pas d'impact parce que, en fait, toute la création du parc industriel qu'ils ont a été faite par les agglos. Alors que nous, tout le parc industriel que nous avons a été fait par la commune, en fait, et à l'origine, on recevait directement l'impôt foncier industriel. Quand il y a eu la réforme de l'État, à ce niveau-là, donc ils ont rebasculé cette recette pour financer les agglos, et l'État nous a compensé nos recettes. Et ce qu'ils ont pris comme décision là aujourd'hui, c'est de nous baisser 50% de cette compensation. En fait, les communes continuent à payer le même impôt, mais en fait, il est beaucoup moins reversé aux collectivités, ce qui fait que l'État garde la différence pour elles, ni plus ni moins. C'est l'État qui garde les fonds pour elles. Et aujourd'hui, les collectivités, les communes, elles sont exemptes. Alors, vous me dites, on vous a présenté un budget tout rose, tout beau. Il n'était pas si rose que ça. Il n'était pas si rose que ça.
Le budget qu'on vous a présenté, on ne faisait à peine, on remplissait à peine notre obligation de rembourser la dette de la commune. Il a été fait comme ça le budget. Et c'est 150 000 euros, hein. C'est pas beaucoup. Hein. Donc voilà. Donc je tenais quand même à vous préciser cette chose-là. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres observations? Si je pouvais me permettre, je trouve que vous commencez déjà à essayer de faire des économies sur les plus démunis et à mon avis, on faudrait commencer d'abord par peut-être les plus confortables, commencer à peut-être essayer de faire des économies sur les gens qui ont plus de confort, plutôt que de commencer sur les familles qui ont du mal à se nourrir. Je trouve ça ok, c'est pas très bon pour l'électorat. Je peux le concevoir de taper sur les gens qui payent des impôts, parce que je pense que ça représente la majorité des foyers de la commune. Mais bon, je trouve ça un peu dommage de commencer déjà à vouloir faire des économies sur les plus démunis. Alors, je vais vous répondre à la question. En l'occurrence, dans cette commune, il a toujours été pratiqué un tarif unique à la cantine. Tous les gens qui côtoient, qui viennent à la cantine payent tout le monde le même tarif. Lorsque l'État nous a proposé ce dispositif, on est rentré dedans parce qu'en effet, on a accepté de faire cet effort. Depuis ça, il y a eu l'augmentation des denrées, l'augmentation des repas. La commune l'a pris en charge en totalité, zéro répercussion sur le tarif des repas. On a la loi Egalim qui nous implique une hausse de l'achat des repas auprès de nos fournisseurs, plus 30 centimes. Pareil, on le prend en charge, la commune le prend en charge, on n'a pas de répercussion sur les habitants. Maintenant, en effet, j'entends ce que vous dites et voilà. La problématique, c'est que comme ici tout le monde paye le même tarif, c'est toujours les mêmes qui payent. Et je n'ai pas honte de le dire. C'est pour ça que je vous dis les choses. En effet, les gens qui payent les impôts fonciers, alors on n'a pas de tarif, nous, au quotient familial sur la cantine. Mais si on avait ça, il y a des gens qui paieraient des impôts fonciers, qui paieraient le repas de cantine à 5, 6, 7 ou 8 euros, je ne sais pas, puisque je n'ai pas de grille, je ne peux pas vous le dire. Et puis de l'autre côté, on aurait toujours les mêmes qui profiteraient du système. Et je vous avoue que c'est un vrai sujet. Nous, on en a déjà parlé au conseil d'école. Hein. L'adjointe aux écoles a déjà fait ce retour-là aux parents d'élèves en leur disant voilà sur quoi on risque d'aller. Maintenant, voilà, c'est un choix qu'on fait. Je n'ai pas peur de dire que c'est un choix politique qu'on fait. Je l'entends bien. Toutefois, c'est quand même plus égalitaire, comme vous dites, au quotient familial. Les tarifaires, c'est quand même plus équitable, comme pour les impôts sur le revenu, en fonction des tranches, jusqu'à 30-45%. Je dirais que je pense peut-être que ces gens qui payent le repas en euros préfèrent payer des impôts et payer des impôts. Je pense que c'est pas le choix. Ah, mais on en est convaincus, enfin, je pense qu'on en est tous convaincus ici. Hein. Sauf que, je le répète, on a la commune à gérer. Ok. Je me demandais s'il n'y a pas d'autres leviers plus équitables pour le faire. Vous dites qu'il y a d'autres mesures qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas, on va en trouver d'autres. Okay. On va être obligé d'en trouver. De toute façon, vous êtes obligé d'en trouver. On va être obligé d'en trouver. Ouais. Je peux me permettre? Bien sûr. Alors d'un côté, moi je suis très pragmatique. À un moment donné, on a un lycée de secteur, on a un collège de secteur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer une convention entre eux et nous et se débarrasser d'une société qui, elle, est là pour gagner de l'argent? Le collège n'est pas là pour gagner de l'argent, le lycée non plus, il respecte les règles de la loi Egalim. On a peut-être possibilité de faire des choses à ce niveau-là. Sauf que nous, on a passé un contrat avec une entreprise pour 3 ans. On a passé un marché. Je vous avoue que lors du précédent marché, j'ai discuté avec les gens du collège, hein, les gens du département, puisque c'est eux qui gèrent cette cantine. On a abordé ce sujet-là. Maintenant, le problème, c'est que dans les collectivités, c'est pas si simple, mais peut-être que demain, ça le sera, parce que par les baisses d'effectifs, je pense qu'on aura tous des possibilités d'agrandir les choses. Et je pense que dans 3 ans, quand le marché qu'on a passé arrivera à terme, enfin c'est dans 2 ans maintenant, puisqu'il reste 2 années à courir, il y aura l'occasion de se reposer les bonnes questions et de voir qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Voilà. Malheureusement, là, on est engagé pour 3 années avec une société avec laquelle on avait l'habitude de travailler. Hein. Et le choix qui a été fait, c'est de continuer parce que financièrement, c'était une entreprise que l'on connaissait et qui nous a fait
une proposition la plus acceptable. Merci. S'il n'y a pas d'autres observations, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc ça fait combien? Oh, pardon. 6. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Donc la délibération numéro 6, c'est un avis sur l'enquête publique concernant le dragage de la Seine par les VNF. Donc la commune a reçu de la part du préfet des Yvelines un courrier en date du 9 avril 2026 indiquant qu'une enquête publique concernant les demandes d'autorisation environnementale présentées par les Voies navigables de France a été déposée en vue du renouvellement du plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage de la Seine pour la période 2024-2034. Ces travaux sont prévus par les PGPOD, plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage. Documents réglementaires encadrant les pratiques tant sur l'aspect opérationnel que sur la prise en compte des enjeux environnementaux, dont la qualité de l'eau, la préservation des espèces et habitats aquatiques, la protection des captages d'eau et la gestion des sédiments pollués. Cette enquête publique se déroulera du 23 avril 2026 au 29 mai 2026. Elle concerne 137 communes réparties sur 8 départements et placées sous la responsabilité d'une commission d'enquête conformément aux dispositions du Code de l'environnement. Elle est demandée au conseil municipal d'émettre un avis sur cette demande d'autorisation environnementale déposée par VNF avant le 14 juin 2026. Le dossier d'enquête publique est disponible sur le site http registre numérique renouvellement autorisation PGPOD. Pour le département de l'Eure, 2 permanences de la commission d'enquête se dérouleront en mairie des Andelys le 25 avril 2026, donc c'est passé de 9h à midi, et le 20 mai 2026, c'est passé de 14h à 17h. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations, je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. La délibération numéro 7, c'est la désignation des représentants au comité de pilotage pour Natura 2000. Donc la loi du 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, a notamment conduit la décentralisation partielle de Natura 2000. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, les régions assurent l'autorité administrative des sites exclusivement terrestres. Le comité de pilotage de site Natura 2000 FR 2302007, île et berge de la Seine dans l'Eure, est amené à se réunir dans les prochains mois. En tant que membre de ce comité de pilotage, un représentant de la commune et son suppléant doivent être désignés par délibération afin de pouvoir y siéger. Donc la commune est concernée par le zonage Natura 2000 sur l'île qui se situe en face du Roule sur la partie qui nous concerne. Donc c'est une très petite partie puisque l'île est coupée en 3. Il y en a une partie sur le Val d'Azé, une partie sur Villers-sur-le-Roule et une partie sur Courcelles. Donc vous estimez à peu près un tiers de cette surface de l'île qui est classée en Natura 2000 et donc nous sommes concernés par cette mesure pour cet endroit-là. Donc nous vous proposons Fanny Papy en titulaire et Gilles Blondet en suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc s'il n'y a pas d'autres candidats, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Et la délibération numéro 8, je passe la parole à Monsieur Lejeune pour la modification du règlement intérieur de la médiathèque Jean-Luc Recher. Ça va aller très vite. Donc je vous rappelle que le règlement intérieur de la médiathèque Jean-Luc Recher fixe les conditions et modalités d'utilisation de la médiathèque. Mis en place il y a plusieurs années, il devient nécessaire de le mettre à jour, en particulier au regard de nouveaux usages, accès au numérique notamment, suite à la suppression de la charte des utilisateurs d'Internet et du mode accès au Wi-Fi, et des conditions de prêt, l'évolution du nombre de documents et des supports. Le nouveau règlement intérieur est en annexe du présent ordre du jour où les modifications apportées apparaissent en rouge. Je me permets de vous les signifier. Chacun a pu en prendre connaissance. La première modification concerne ne pas fumer. Il est rajouté cigarettes électroniques incluses. Ce n'est pas précisé. Page 2.
Concernant l'article 5 et l'article 6, c'est réduit à un article, l'accès au numérique. Le Wi-Fi est gratuit et accessible pour tous. L'utilisation des ordinateurs est réservée aux usagers inscrits à la médiathèque. Lors de l'inscription, le responsable légal devra autoriser l'accès aux ordinateurs pour les mineurs. En cas de forte affluence, le personnel se réserve le droit de limiter le temps de consultation des ordinateurs. L'usage d'Internet doit se faire dans le respect de la législation française. Sont donc interdits la consultation de sites contraires à celle-ci, apologie de la violence, discrimination, pratique illégale, sites pornographiques. Tout téléchargement, même gratuit, est interdit, ainsi que l'utilisation de clés USB. L'équipe peut aider les usagers dans leur recherche, mais ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs. C'est à l'usager de valider les actions. Par mesure de sécurité dans le cadre du respect de la vie privée, l'équipe n'est pas autorisée à aider les usagers sur des sites contenant trop de données personnelles, impôts, CAF, banque, ou de les aider avec leur mot de passe. Il est rajouté concernant une imprimante peut être mise à disposition pour les petits travaux faits sur place, les documents administratifs, ce n'était pas précisé. Modification également concernant l'article 7 qui est numéroté 6, ils sont tous décalés d'un jusqu'à la fin. Le prêt est limité à 10 livres par personne, dont 3 nouveautés pour une durée d'1 mois. Oh, je vous fais pas, vous l'avez sous les... Non, vous ne l'avez pas sous les yeux, alors je vous lis. 6 audios, alors il est aussi précisé, 6 audios par personne, dont 2 nouveautés pour une durée d'1 mois. 6 DVD par personne, dont 2 nouveautés pour une durée d'1 mois. 3 magazines par personne pour une durée de 15 jours. Une console plus libre par famille avec 3 livres pour une durée de 15 jours. 2 jeux de société par famille pour une durée de 15 jours. 1 jeu vidéo par famille pour une durée d'1 mois. La durée de l'emprunt peut être prolongée une fois sur demande formulée auprès de l'équipe, sauf si le ou les documents concernés sont réservés en retard ou en nouveauté. Sur l'article 7 qui devient 8, dans Dommages, l'emprunteur doit informer au plus vite l'équipe de la médiathèque de tout dommage sur les documents et il est rajouté et ne doit en aucun cas réparer lui-même celui-ci. Il est précisé que le remboursement de tout type de documents se fera par l'émission de titres de perception d'un montant forfaitaire minimum de 35 €. L'article 8 qui devient article 9, il est rajouté sur le paragraphe 2 ou responsables légaux en vertu de l'article 1242 du Code civil. Sur l'article 9 qui devient article 10, il est supprimé la durée de l'emprunt peut être prolongée une fois sur demande formulée auprès des bibliothécaires. Il est également supprimé au-delà, alors en cas de dépassement de la durée maximale de prêt, sans accord de la médiathèque, l'emprunteur est passible, on supprime au-delà de 30 jours ou de retard récurrent, s'ajoute une exclusion d'une durée de 3 mois après résolution du litige, ça c'est supprimé. L'emprunt est suspendu tant que le litige n'est pas résolu. Et le dernier article 12 qui devient 13, le présent règlement est applicable à compter du 28 mai 2026 suite à son approbation éventuelle par le conseil municipal du Val d'Azur en date du 27 mai 2026. Y a-t-il des questions? Il y a approbation, je suppose, à l'unanimité. Merci de cette unanimité. Je vais juste me permettre de rajouter une petite information à ce sujet. C'est moi qui signe les lettres de relance du non-retour des documents à la BEMA et je signe des lettres tous les jours. Tous les jours. L'ordinateur fait les sorties des gens qui n'ont pas ramené leurs documents en temps et en heure et tous les jours je signe des courriers de relance. Et nous allons même jusqu'à signer des courriers de pénalité en faisant payer les gens parce qu'ils n'ont pas ramené les documents même après les lettres de relance. Délibération numéro 9, convention de transfert à titre gracieux de matériel acquis par l'inspection académique dans le cadre du projet L'école du dehors, porté par l'école du Chaboté, et je passe la parole à Madame Benoît. En 2023, l'école maternelle du Chaboté avait déposé un dossier auprès de l'inspection académique pour le projet pédagogique L'école de dehors, dans le cadre du dispositif Notre école faisons-la ensemble, projet NEF. Ce projet consiste en la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'école du dehors, en délocalisant ponctuellement sur une demi-journée l'enseignement dans le parc de la Créquinière.
Ce projet pédagogique comprenait notamment différents achats de matériel pour permettre de mettre en place ce projet avec l'achat de livres, un chariot de transport, du matériel Montessori, un ordinateur portable et des tablettes. Le tout pour un montant de 4 000 € environ. Ces différents matériels ont été achetés par l'inspection académique qui propose aujourd'hui à la commune une convention de transfert de propriété à titre gracieux de ces différents matériels au profit de la commune. Aussi, cette présente délibération vise à accepter le transfert de ces différents biens à la commune à titre gracieux. La convention proposée par l'inspection académique est en annexe de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. Je trouve l'idée d'un point de vue pédagogique elle est très intéressante. Il y a juste deux choses moi, qui me font tiquer. La première, c'est qu'on est sur une logique, on essaye de réduire le temps de présence vis-à-vis des écrans, donc tablette et ordinateur, voilà, première remarque. La deuxième, c'est sur la méthode Montessori. Honnêtement, pour avoir eu des élèves qui étaient anciennement Montessori, qui sont arrivés dans mes cours, je vous garantis que c'est quasi ingérable. J'ose même pas imaginer ce que ça venait donner le jour où ces gens-là vont arriver dans le monde du travail. Ça va être quelque chose d'ingérable. Ça marche peut-être très bien pour certains d'entre eux, mais honnêtement, il y en a beaucoup où ça ne marche pas. Donc, les deux éléments-là, pour moi, bon, question sur le point de vue pédagogique, mais le fait de sortir les enfants de l'école, de les emmener à la Cracquinière, de leur faire des activités là-haut, 100% d'accord, ça c'est génial. Pour vous dire, il y a de plus en plus de classes et d'écoles qui ont... C'est Madame Kourou, qui est maintenant partie de l'école du Chaboté, qui avait lancé ce mode d'école du dehors. Les autres écoles ont suivi, donc on a de plus en plus de classes qui vont à la Cracquinière. Maintenant, c'est un projet qu'elle a monté toute seule, et les tablettes et autres, c'était surtout pour les enfants dans le monde du handicap, pour les aider. Parce que les écrans chez elle, il y en avait quasiment pas. Mais pour certains enfants, elle en a eu besoin, et donc voilà pourquoi elle avait acheté des tablettes. Voilà. Merci. Oui. Je me permets, oui, en dehors du retour un peu critique de Doutelet, est-ce qu'il y a un autre retour assez positif quand même de cette expérience? De l'école du dehors? Ah ben bien sûr, on a des directrices d'école, ou des professeurs qui nous racontent qu'on a des enfants qui ne bougent pas du tout chez eux et qui du fait au premier trimestre, ils les voient changer mais complètement. Les enfants par exemple qui ne sont pas propres, en septembre, en fin d'année civile, sont quasiment propres parce qu'ils se musclent, parce qu'ils bougent, ils découvrent un peu plus les feuilles. Il y a des enfants qui ne connaissent pas grand-chose de la vie dehors. Et donc c'est pour ça que quasiment toutes les écoles s'y sont mises. Merci. Monsieur Donner, si je peux vous réconforter, nous n'avons plus d'institutrices qui font la méthode Montessori sur notre commune aujourd'hui. Voilà. Je ferme la parenthèse. Mais sinon, pour le projet, encore une fois, je suis le premier à faire la même. Dès qu'il fait beau, je suis le premier à prendre mes élèves, on va dehors, on fait des activités en extérieur. Voilà, c'est tellement plus pédagogique et réaliste que le reste. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se fait et c'est vrai que c'est exceptionnel. D'ailleurs, l'école du Grand Charlemagne a fait le même projet, mais bon, on a participé plus parce qu'avec Madame Chevalier, elle nous a fait participer. Ils ont acheté, eux, une table, des bancs pour pouvoir faire l'école à l'ombre l'été. Voilà. Non, pas de souci. Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? J'aurais dû dire le contraire. À l'unanimité, merci. Affaires financières, la délibération numéro 10, pour la mise à jour des tarifs, je passe la parole à Monsieur Jarry. Merci Philippe. Alors donc sur cette délibération, donc, on vous a exposé toute la tarification qu'il y avait dans la commune. C'est sur ce document-là en fait qui nous sert de base auprès de la trésorerie pour justifier des différents titres que nous émettons à notre population. Donc tous les tarifs sont repris. Simplement là on en a changé quelques-uns et donc ils sont repris en rouge sur cette délibération. Donc le premier concerne donc les cantines scolaires avec donc la suppression du repas à 1 €, donc la grille tarifaire est modifiée. Il ne reste donc que le repas à 4,10 €. Et puis donc les autres tarifs n'ont pas changé. Mais pour la population du Val d'Azay, donc un tarif seul et unique à 4,10 €
pour les élèves. Ensuite, nous allons aller sur... Excusez-moi, monsieur Jarry. Oui, Si on pardon. doit intervenir, on interviendra au bout des EFGH et JKL. Oui, enfin, si vous voulez, mais on ne va pas refaire toute la tarification aujourd'hui. Là, moi, je vais vous parler simplement des modifications. Le but de cette délibération n'est pas de reprendre les tarifs. Si vous souhaitez qu'on ait un débat sur la totalité des tarifs, à ce moment-là, adressez un courrier à monsieur le maire, on va s'en saisir et puis... C'était ponctuellement en fait. Non, mais quand il aura fini la présentation, vous pourrez faire des remarques sur, Oui. sur les remarques que vous avez à faire, pas de souci. Donc, je passe sur le paragraphe E, qui est la location de la salle du Préau de Vieux-Villers. Donc, nous modifions la tarification pour les habitants, associations et entreprises du Val d'Azay pour passer de 220 à 250 €. C'est suite aux travaux réalisés dans cette salle, qui est nettement plus agréable à vivre, je pense, maintenant, et qui justifie donc une petite augmentation. On ne va pas amortir le coût de la salle avec cette augmentation, hein, soyez sans crainte. Simplement, on essaye aussi de suivre un petit peu ce qui se fait au niveau du benchmark sur les alentours. Et encore, on est très très en dessous justement du benchmark sur les locations de salles. Hein. Donc on modifie pour les habitants pour le passer donc à 250 €, habitants, associations et entreprises du Val d'Azay. En ce qui concerne donc, alors ça c'est pour les locations week-end et jours fériés. En ce qui concerne la location à la journée, donc du mardi au jeudi, on passe le tarif de location de 66 à 75 € pour les habitants du Val d'Azay. Pour les associations, ça reste gratuit. Et pour les entreprises du Val d'Azay, on passe de 110 à 150 €. Ensuite, donc c'est toute la tarification sur le coût des petites cuillères. Je vous en fais grâce. On va passer aussi donc, sur la salle Pierre-Mondy, donc à Aubevoie, quartier de la Gare. Donc je vous propose de modifier la tarification également. Là, c'est par rapport au benchmark, hein, donc on en a profité pour voir un petit peu ce qui faisait aux alentours dans ce cadre-là. Donc on propose de passer la location de la salle à 460 € pour les week-ends et les jours fériés, à partir du 1er septembre, hein, toujours, à la place de 440 €. Et en journée semaine, donc on passe de 110 à 120 €, et pour les entreprises, de 275 à 300 €, en sachant que cette salle-là est très très rarement sollicitée par les entreprises. Ça me suffit 10 fois. Ensuite, pour le paragraphe G, donc c'est la location de l'espace culturel Marcel Pagnol. Alors là, c'est des ajouts de tarifs. En fait, pour faire face à la demande multiple et variée que reçoivent nos services. Donc on a créé, donc c'est en page 21, on a créé un tarif donc sur la location de la grande salle sans la scène, sans gradin, hein, avec donc une tarification possible à la demi-journée, 5 heures, ou à la journée pleine, donc 10 heures, avec donc 500 € pour la demi-journée et 750 € pour la journée pleine. Et puis donc une formule cabaret, parce qu'on nous le demande, donc avec certaines prestations, avec une formule prestige et une formule cosy immersif un petit peu moins chère. Tout dépend bien sûr du traiteur et du nombre de personnes qui sont présentes pour les manifestations. Je crois que pour les modifications, c'est tout. Ah si, pardon. Il y a la facturation maintenant des consommables, le papier toilette, le liquide vaisselle, enfin voilà, tout ce qu'il y a dans la salle. Voilà. Tout ça, c'est pour nous permettre, en fait, on est autant dans le détail, parce que sinon, on ne peut pas facturer aux locataires. Parce que la DGFiP refuse nos titres et nos tarifs, si on n'a pas le détail des prestations facturées. Donc voilà, je n'ai pas d'autres modifications, donc je vous laisse la parole, Madame Plantin, si vous le souhaitez. Du coup, sur le premier tableau, les cantines scolaires, voilà, bon, on va revenir au débat de tout à l'heure, mais sans rentrer dedans,
sans approfondir, juste, voilà, je pense qu'à l'avenir, peut-être réfléchir à une grille tarifaire, parce que nous, ça se fait dans des villes à côté, ça se fait un peu partout, et peut-être que ça serait plus équitable, en tout cas de notre point de vue, ça l'est. Alors par contre, on a quand même été interloqué par le fait que les familles qui fournissent le repas de leur enfant ont quand même le tarif d'1 € à reverser à la commune. C'est pour la gestion du personnel. D'accord. Alors, on est encore, du coup, dans un point de vue... Et le service, quoi. Le C'est le service. service qu'on fait, voilà. On avait bien compris. Donc, ça allait dans ce sens-là. Mais on est encore quand même sur un côté inégalitaire, parce que des personnes... Alors moi, j'ai pas eu à le faire, mais je pense que si j'avais eu à le faire, je pense que je serais venue chercher le service qui s'en occupe, parce que des personnes qui doivent préparer des repas pour leurs enfants en plus, c'est une charge mentale, c'est une charge en plus, c'est un coût financier déjà aussi pour eux chez eux. C'est des fois des élèves ou des enfants en situation de handicap, avec certaines pathologies pas très sympathiques, quoi, pas agréables. C'est quand même encore les accabler. Sauf que c'est du travail en plus pour les gens de cantine. C'est tout. C'est tout simplement ça. On en est encore à viser les familles. Ah mais oui. Sauf que il faut justifier, on justifie le travail, que la responsabilité que ça donne aux gens qui ont besoin de s'occuper de la cantine. Quand vous avez à réchauffer le plat pour 100 personnes dans 4 gamelles, je vais dire, et ben voilà, ça se fait. Quand vous avez la gestion de 1, 2, 3 personnes en particulier parce qu'elles ont des PAI, voilà, j'étais en train de chercher le mot, ou d'autres raisons, voilà, et ben ça oblige un travail supplémentaire pour le personnel, et c'est ce qu'on valorise par ce 1 €. Alors ça, on l'entend tout à fait. Et il faut aussi entendre quand même que pour les familles, c'est un coût, c'est du temps, c'est une charge supplémentaire. Et malheureusement, ça va aussi avec des profils d'enfants qui ont d'autres soucis à côté. C'est quand même ajouter, excusez-moi l'expression, au malheur de certaines familles, une charge supplémentaire, et c'est pas du tout faciliter l'accueil de l'enfant dans un bon état d'esprit. Et est-ce que c'est possible que Madame Benoît nous indique cette année, combien d'enfants étaient concernés par l'accueil d'un repas fourni par les parents? En fait, je dire au prochain conseil, parce que là je ne sais pas combien il y en a, je peux vous dire simplement que jamais une famille n'a trouvé à redire pour les 1 € à donner. Les familles avec qui je dialogue, ou qui voient Madame Fressard, comprennent très bien les 1 €. Pour eux, c'est... j'ai jamais eu une demande, mais même en conseil d'école, j'ai jamais un parent qui a réclamé quoi que ce soit. Après, de toute façon, c'est comme le fait de la cantine à 4,10 €. Il faut quand même ajouter que si on a des enfants en difficulté, les dossiers remontent au CCS et ces familles-là sont aidées. On n'a pas du tout l'idée de... une fourchette de combien d'enfants, vous savez à peu près par école ou pas? Je pense qu'il y en a une vingtaine, je Ouais, dirais une vingtaine. c'est ce que j'allais dire. Sur l'ensemble des écoles, il y a peut-être une vingtaine. Et je pense qu'on est très fort. Voilà, il y en a assez peu des PAI. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on avait énormément d'enfants où les parents nous disaient « mon fils, il n'a pas le droit de manger ceci, mon fils, il n'a pas le droit de manger cela ». Et on s'est aperçu qu'il y avait une dérive. Parce que le gamin, il n'aimait pas manger les épinards, on avait machin, truc bidule. Et du jour où on a dit, pour avoir un PAI et l'interdiction de manger certains aliments, il faut un dossier médical. Et bizarrement, du jour au lendemain, le nombre des interdictions a énormément diminué, voire disparu sur un certain nombre d'entre eux. Donc voilà, on fera remonter rapidement le nombre d'enfants concernés, mais je vous assure qu'il y en a il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et comme le dit Jacqueline, les gens qui ont ces situations à gérer sont très satisfaits du service qu'on leur apporte. Parce que j'insiste sur le fait qu'on pourrait leur dire, si vous ne mangez pas le repas qu'on vous propose, vous ne mangez pas à la cantine. Parce que ça peut être une autre solution et c'est ce qui se fait à certains endroits. Donc là, le fait qu'on leur propose d'amener le repas et de pouvoir que ces enfants-là mangent à la cantine, c'est aussi un service qu'on leur rend. Et ça justifie aussi le fameux 1 € qu'on facture. Voilà. C'est un choix qu'on a fait parce que je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure.
pour le personnel de cantine, c'est aussi un certain stress parce que c'est pour les enfants qui ont des PAI, ça veut dire que c'est des enfants qui n'ont pas le droit de manger certains aliments. Il faut qu'ils soient extrêmement vigilants sur ce qui se passe à la cantine parce que vous savez très bien comment se passent les enfants autour quand ils sont à la table avec le petit copain qui mange à côté. Voilà, et donc je vais dire que ce 1 euro se justifie. Voilà, je vais m'arrêter là et je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais après il y a plein de méthodes possibles. Hein. Voilà, c'est le choix qu'on a fait, je répète, c'est un choix politique qu'on a fait. Je l'entends, après, du coup, si je reprends vos dires et après on conclura là-dessus, vous dites que du coup, le nombre d'enfants est dérisoire, donc l'effort pourrait être dérisoire aussi. Et l'effort, il se justifie. Et ça je l'entends aussi. Bon. Et il faut aussi comprendre l'avis des familles. Enfin, moi, du coup, je suis côté famille et voilà. C'est un choix politique social que vous faites, mais voilà, qui n'est pas l'avis de tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres observations par rapport à l'ensemble des modifications? Juste une précision. Sur les séjours éducatifs, quand vous parlez des séjours de plus de 5 jours, linguistiques, plein air et culturels, là vous parlez, parce que c'est pas indiqué, vous parlez de votre participation? Oui. Voilà, mais c'était pas C'est la précisé. participation. D'accord. Non, c'est ce que j'ai. C'est la C'est la participation qu'on La doit participation de la commune. commune, d'accord. Voilà. Aux enfants de la commune. Oui, c'est ça. Et juste savoir aussi, mais c'est dans la globalité des salles où la location est possible, la vaisselle, le matériel sono et tout le matériel, c'est propre à chaque salle, on est d'accord? C'est tout à pas de fait. la vaisselle qui voyage, c'est pas de... Alors, il y a un stock qu'on constitue. Effectivement, si sur une salle il nous manque 2-3 trucs, on va les emmener. Mais on essaie d'aller vers du matériel à disposition dans la salle. Il y a une question supplémentaire, mais qui est juste en rapport avec la location des salles, qui ne fait pas partie du matériel, mais si vous voulez bien y répondre, s'il vous plaît. Il existe bien un limitateur de décibels dans chaque Dans salle. toutes les salles, c'est obligatoire. Moi j'aurais juste une question concernant la résidence d'artistes. Je voudrais savoir le prix avant qui était pratiqué, si c'est la même chose ou pas, parce que comme il y a eu beaucoup de travaux apparemment sur cette salle, La résidence d'artiste n'existait pas avant des travaux. c'est la première tarification en Oui. fait qui... Ok, merci. C'est les travaux qui nous permettent de proposer cette nouvelle possibilité. Pas d'autres questions, je vais soumettre au vote. Si, pardon. C'est une observation par rapport à proposition, enfin observation dans l'encadré H pour la médiathèque. Le règlement intérieur il a été changé et en bien c'est bien parce qu'on peut louer plus longtemps, enfin on peut disposer plus longtemps de certains documents pour lesquels des fois on était un peu court, pour lesquels vous avez sûrement, même pour moi, signé un courrier, parce que avec les vacances, voilà, des fois c'est pas possible d'arriver au bout de 15 jours. Et du coup, parce que je suis adepte de la médiathèque. Par contre, moi ce qui me choque, et Monsieur Dobler ne va pas me contredire, quand au collège, on a un programme, c'est-à-dire qu'à la cantine, si je casse un verre, les familles doivent réparation. Là, on donne la gratuité pour tout. C'est-à-dire que même s'il y a des CD endommagés, des boîtiers endommagés, les familles ne sont... Non, puisqu'il y a remboursement, ça La va valeur le d'achat. rachat de documents. Ils doivent rembourser la valeur. Dommage au DVD, c'est Mais pareil. dans le document, mais du Non, coup, c'est les réparations. Il y a des choses que la médiathèque répare elle-même. voilà. Et ça, c'est gratuit. Quand la médiathèque peut réparer, c'est gratuit. Même pour le matériel qui a participé à la réparation, on ne demande rien aux familles, même un minimum. Oui, alors généralement, c'est un bout de plastique, un bout de scotch. Midi tabou. Oui, ça peut effectivement, mais là, on va tomber dans le dixième de centime. Hein. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire une facturation à moins de 35 €. Oui, il y a ça aussi. Ça, j'ai bien compris. Il y a ça Vous aussi. imaginez bien que s'il fallait tenir un compte pour chaque personne parce qu'elle a consommé 5 centimes de scotch, 3 centimes de... Vous imaginez bien que ça serait ingérable le truc. On fait payer lorsqu'il y a remplacement du document. Voilà.
Voilà, c'est tout. Les intermédiaires, non. Non. Ce seuil de 35 € nous contraint énormément. Non, mais je sais, j'en ai parlé avec eux, donc Après, globalement, il n'y a pas trop de restrictions. Faut pas... je sais que c'est assez. Ouais. Mais malheureusement, les familles. Ah, ça peut arriver, un c'est accident. souvent un peu les mêmes, donc au bout Oui. d'un moment, c'est ça le problème. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de prise de problème. conscience Ouais. entre deux. Alors, voilà, pour le coup, c'est gratuit, effectivement. Très bien, merci. Donc, je suis au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 4, 5, 6. Je vous remercie. La délibération 11, convention d'occupation du domaine public communal. Donc la commune a reçu une demande de la part de la société Aux Délices de la Guerre, représentée par Madame Virginie Alexandre, pour l'installation et l'exploitation d'un food truck kiosque de restauration rapide sur le domaine public communal à proximité de la gare SNCF. Aussi, il est proposé de mettre en place une convention d'occupation temporaire du domaine public communal afin de régir cette installation. La demande porte sur une emprise foncière de 7,2 m², environ 3 mètres sur 2,40 m, pour y installer un food truck, kiosque, de restauration rapide. Les frais d'installation seront à la charge du bénéficiaire, comme les frais d'assurance et les coûts des fluides. Il est prévu le paiement à la commune d'une redevance forfaitaire mensuelle d'un montant de 50 € les 12 premiers mois, puis le montant de la redevance sera de 100 € par mois. Cette redevance sera payable d'avance à la commune par trimestre afin aucune sous-location ne sera autorisée. La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 5 ans à compter de sa date de signature, tacitement reconductible dans les mêmes conditions une fois pour une durée de 5 ans. L'implantation est matérialisée par le repère rouge sur le plan ci-dessous. En cas de non-respect des engagements inscrits sur la présente convention, celui-ci pourra être résilié de plein droit par la commune à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour remise en main propre contre récépissé, valeur mise en demeure. Par ailleurs, les travaux d'aménagement pouvant être réalisés sur le secteur de la gare pendant la durée de la présente convention, la commune a la possibilité de dénoncer la présente convention à tout moment par envoi recommandé avec avis de réception dans un délai de préavis de 4 mois. Le début de l'activité est prévu à la mi-septembre 2026. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Oui, j'ai une question. Je voulais savoir comment était calculée la redevance de ces 50 € par mois pendant la première année. Voilà. Savoir comment c'était fait parce que sur l'indice K là, de la tarification, je peux trouver que l'occupation du domaine public pour les commerces de bouche, c'est 6 € par mètre linéaire. Alors, c'est un tarif qu'on a décidé pour la mise en place de ce kiosque par la personne qui nous a fait la demande. Voilà, on est parti sur un loyer, enfin sur un loyer à payer de 50 balles par mois. Maintenant, on n'est pas parti du 6 €, enfin on n'a pas parti de cette grille-là. On est parti sur un sujet bien particulier, comme on l'a fait précédemment sur la convention qu'on a fait au niveau du SNAP, sur la mise en place. Voilà, on est sur un sujet bien particulier et on a un tarif bien particulier pour ça. D'accord, mais vous qui cherchez de l'argent pour équilibrer vos budgets, là c'est moyen de... Alors, sauf que monsieur, je vais rien vous cacher. Cette personne nous propose d'apporter un service supplémentaire à la population qui fréquente la gare. Voilà. Parce que cette personne est venue nous voir, on ne l'a pas démarché. Moi, je veux bien qu'on aille chercher de l'argent là, par là, en lui disant on vous facture un loyer pour gagner de l'argent. Sauf que si on fait ça, je sais d'ores et déjà ce qui va se passer. La personne elle va travailler pendant 3-4 mois ou 1 an, puis elle va s'arrêter parce qu'elle n'en aura pas les deux bouts. Je vais juste vous reprendre comme exemple le snack park que l'on a mis en place il y a quelques années, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui ce projet qu'on a mis en place financièrement pour les gens qui l'exploitent, c'est très compliqué. La preuve, c'est qu'aujourd'hui on n'a toujours pas d'exploitant pour le snack park. Et donc là, cette personne est venue nous voir pour nous proposer un service. On a juste l'autorisation à lui donner d'occuper le domaine public, parce qu'elle s'occupe de faire le branchement, elle paye tout, elle va tout payer, voilà. Si demain ça ne marche pas, elle va payer la remise en état du domaine public pour remettre de la pelouse comme c'était quand elle a pris l'emplacement. Et puis voilà, donc si on veut, et si on espère qu'elle arrive à en vivre, je pense que si on l'assassine par un loyer important, et que l'objectif de la commune c'est de gagner de l'argent, je pense qu'on n'est pas bien parti. Et j'irai même au-delà.
Vous savez, on a installé une boucherie il y a un certain nombre d'années sur la commune. On a eu un premier boucher qui a quitté. On en a eu un deuxième qui n'a pas joint les deux bouts, qui nous a laissé 20 000 € de loyer impayé. On en a un troisième qui s'est installé, qui a repris, qu'on a installé parce qu'il a recommencé le commerce depuis le début. Et on a fait exactement la même chose. On a commencé par un loyer modéré, progressif, pour que ce monsieur s'installe, fasse sa clientèle et puisse en vivre. Si l'objectif de la commune, c'est de gagner de l'argent, comme le font les propriétaires de fonciers bâtis de commerce, pas de souci. Sauf qu'on va se retrouver dans la même situation que certaines communes aujourd'hui, où les pas de porte sont vides. Et si on veut que les gens vivent, moi je vous assure que la dame là, qui nous a fait cette proposition, l'objectif c'était pas de rapporter un revenu à la commune, l'objectif c'est d'apporter un service aux habitants qui fréquentent la gare. Non, mais votre position est louable. Cependant, le loyer me paraît un peu bas. Un peu bas. Donc, je ne sais pas si vous parlez de l'accompagner, peut-être qu'il faudrait fixer un pourcentage de son chiffre d'affaires ou choses comme ça. Peut-être la première année, effectivement, on l'a laissé s'installer, mais après, commencer à être un peu plus logique dans la tarification. Ouais. 6 mètres carrés. C'est 7 mètres carrés. 7 mètres carrés, même si on le fait au tarif. Même si on le fait au tarif, c'est cher. Là, je suis d'accord, on est dans les prix. 50 €. Non mais, honnêtement, je vais être clair avec vous, hein, la réflexion qu'on a sur ce sujet. C'est que cette dame a une ambition qui est louable. Oui, tout à fait. Sauf que j'ai bien peur que malheureusement, à moyen terme, ça soit un échec. Je vais le dire comme je le pense. Maintenant, cette dame est venue nous voir, est revenue nous voir et nous a dit qu'elle voulait à tout prix monter son projet. Et donc on a accepté de... Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, le fait de lui proposer ce loyer de 50 balles, c'est pour permettre qu'elle s'installe et que je l'espère, elle arrive à en vivre demain et qu'il puisse apporter un service qui amène un service aux gens qui fréquentent la gare, tout simplement. Voilà. Ce que je souhaite également, cependant, on essaie de faire des économies sur les familles les plus démunies. Là, pour l'entreprise, ce serait Ouais. accompagné aussi, mais Bon, ben, on n'a pas la même logique. je vois ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations? Oui, vous parliez du snack, enfin pas du snack, mais du snack market, au Grappa. Il y a des bruits qui courent sur les réseaux sociaux qu'un occupant aurait été trouvé et que ça serait remis au service au mois de juillet. Info, intox? Alors, c'est pas une info, c'est pas une intox, sauf qu'aujourd'hui, en effet, je vais faire l'aparté tout de suite parce que je voulais la faire à la fin du conseil, mais je vais la faire tout de suite. Comme vous le savez, on a passé 2 annonces pour recruter des exploitants, on n'a pas trouvé. On a donc quelqu'un qui est venu vers nous, qui nous a fait une proposition, et on est en cours de validation de la convention avec eux, sauf que tant que c'est pas signé, j'allais pas vous vendre la chose pour que dans 8 jours, la dame nous dise, bah écoutez, enfin, les personnes nous disent on se rétracte, on n'y vient pas. Et j'avais prévu vous en parler, puisqu'on a d'autres conseils municipaux à venir, et évidemment que quand la convention aurait été officiellement parlée, on se fera un plaisir par les réseaux de communication de la commune de dire aux habitants de la commune que le snack park va prévu rouvrir à telle ou telle date. Voilà, oui, les discussions sont bien avancées, mais je répète, tant que la convention n'est pas signée par les deux parties, moi je la signe comme vous voulez, sauf que les gens d'en face, ils ont encore un certain nombre de choses à faire. Et quand ça sera fait, et j'espère pouvoir vous annoncer au prochain conseil municipal qu'on aura trouvé des exploitants pour le snack park. Et on espère aussi. Je vois sur les réseaux, c'est déjà annoncé. Oui, c'est déjà annoncé. Mais j'ai vu également. voilà, je ne ferai pas de commentaires sur ce qui se dit sur les réseaux. Je suis d'accord avec vous. Et ben, vite tant mieux si ça peut permettre à ces deux gens de démarrer quand ils seront prêts dans les meilleures conditions du monde. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres observations? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Et donc je finis par les affaires diverses, comme à chaque conseil municipal. Retour sur mes délégations avec la décision 30-2026 qui concerne le marché de la CRAM, qui est l'entreprise qui fait l'entretien de notre chauffage. Et donc il y a un avenant qui a été signé, l'avenant numéro 6 au marchand de prestations relatif au chauffage, ventilation et ECS des bâtiments communaux de la commune. Donc à compter du 1er janvier 2026, la prise en charge des matériels supplémentaires sur le site de l'espace culturel suite aux travaux d'extension.
Et à compter du 5 mars 2026, la prise en compte de la suppression de la prestation sur le site de la Poste, puisque nous sommes rentrés en travaux et qu'il n'y avait plus besoin du chauffage. Donc voilà la décision 30-2026. La décision 31-2026, c'est d'approuver le projet de choix d'un maître d'œuvre sur la réalisation des travaux sur les sentiers du Val d'Azé dans le prolongement de la réalisation des études d'assistance à maîtrise d'ouvrage réalisées par le bureau d'études Atelier Line et les cocottes urbaines. Donc c'est un projet qui a été présenté dans le programme PVD, donc on a fait un certain nombre de travaux autour, et là on vous propose le tableau de financement pour le maître d'œuvre, pour la continuité de ce projet, de la mise en œuvre de ce projet en tant que tel. La décision 32-2026, de déclarer infructueuse, ce que je vous disais à l'instant, la consultation lancée et de désigner un occupant par l'exploitation économique du snack park. Aucun résultat s'étant déclaré à l'issue des 2 publicités dans le Paris-Normandie en date du 4-11-2025 et du 20-02-2026, dans l'impartial du 7-11 et du 20-02. Donc, comme il n'y a pas eu de réponse, on est maintenant en négociation de gré à gré, et c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Donc la dernière information, ça concerne les élections sénatoriales. Donc il y aura un conseil municipal le 5 juin 2026. Présence obligatoire de tout le monde. Le 5 juin 2026. Nous voterons une liste pour représenter la commune aux élections sénatoriales qui auront lieu en septembre, le 27 septembre. D'accord? Et cette liste, pour la commune, est composée de 17 représentants titulaires et de 6 suppléants. Donc, le 5 juin, il y aura un conseil municipal pour voter que ça. Mais c'est une obligation et c'est dans toutes les villes de France, le même jour. Le renouvellement, simplement. Oui, oui. Bah, oui. Mais c'est ce jour-là partout en France, dans toutes les communes. Où il y a un renouvellement des sénateurs, évidemment. Oui, c'est un tiers des communes. Oui, alors dans toutes les villes où il y a élection, il y a oui, excuse-moi. En effet. Donc voilà la dernière information que je souhaitais vous donner. Oh, ça sera sûrement 19h ou un truc comme ça. Ou peut-être 19, enfin je sais pas, mais ça va être très rapide, hein, il y aura une délibération, donc si ça peut, voilà, mais ça sera à cette heure-là. Vote à l'urne, parce que ça sera un vote de liste. Toujours les plus jeunes. De quoi? Avant que vous ayez pris en. Voilà, et puis qu'il y ait quelqu'un qui vous ait dépassé, enfin, ou qui soit. Vous aurez l'honneur de faire ça pendant tout le temps. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y en aura plus beaucoup des dizaines des élections à l'urne. Voilà. S'il n'y a pas de. Je souhaite simplement vous rappeler 2 dates. Le 10 juin à 18h30 au cimetière de Vieux-Villers, donc il y a la commémoration des soldats tombés pour la France, avec un verre de l'amitié. Nous serons accompagnés d'une amicale du 4e hussard qui a combattu, alors pas directement sur le Val d'Azé, qui ne concerne pas directement les soldats, mais enfin ils ont combattu sur Venable et tout ça. Il y a une amicale qui sera là avec nous. Et donc le 18 juin, une commémoration, l'appel du 18 juin, se tiendra ici devant le monument aux morts à 18h. On a coutume de faire le 18 juin, qui tombe généralement en semaine, le soir, pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir s'associer à cette commémoration. C'est quelle heure le soir 18h. 18h30 à Vieux-Villers et 18h à Aubevoie. Voilà, c'était tout. Merci bien. Je voudrais bien ajouter quelque chose. Ah, mais bien sûr. Merci pour votre appel. Normalement, les procès-verbaux, ils doivent être affichés sur le panneau d'affichage de la ville. Les procès-verbaux des conseils municipaux. Ils sont sur Internet, on n'a plus l'obligation. On n'a plus l'obligation. Donc les gens qui n'ont pas accès à Internet n'ont pas accès au procès. Mais en fait, on fait pour respecter la réglementation. Ça a changé il y a 3 ans. Par contre, on affiche les ordres du jour. Oui. Mais en agrafé. Oui.
Ah oui, Ça limite un D'accord. peu Oui, oui. la connaissance des choses. oui. Ben oui, mais c'est un détail. Non, mais mais c'est là, pas un pourquoi détail. Internet Mais non, mais je m'en plains moi-même. Ah, merci, monsieur. À Sainte-Barbe, je dis pourquoi on affiche le paquet de feuilles. Non, non, je vous suis. La remarque est totalement judicieuse, madame. Je m'y oppose pas, non. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais on va demander aux personnes qui affichent dans les trucs de ne pas les mettre en agrafé parce que ça n'a pas de sens. Et j'entends complètement ce que vous nous dites. On va juste faire remonter ça pour que ça soit modifié. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Donc je vous remercie et Ah oui, il y a le spectacle professionnel du cirque vendredi, samedi et dimanche prochain. Je me suis trompé. Le vendredi, c'est à 20h, le samedi à 20h et le dimanche à 15h. Les 3 représentations de cirque professionnel, sans animaux, je le précise. Maintenant, c'est compliqué. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous.